Alors, maintenant, on va vous parler de la grande nouveauté qui est l'intégration, effectivement, des services OpenAI dans Azure. Mais pour parler de ça, j'ai besoin de 3 experts. Donc, je vais appeler sur scène la société Selensa, et notamment Yann et Nicolas, et Frédéric, qui vont vous parler bien mieux que moi d'ailleurs d'OpenAI. Et the stage is yours. Il y a plein de nouveautés. Alors nous aussi, on a dû faire des coupes, des choix, et on a enlevé notre tablier de data scientist, puisqu'on ne l'est pas. On est plutôt architecte et développeur. Donc on verra surtout comment les développeurs et les data scientists peuvent travailler ensemble pour intégrer l'intelligence artificielle générative dans les applications. Et je suis donc accompagné de Nicolas et Yann, et je vous donnerai la parole tout à l'heure. Alors, un agenda chargé, donc rapidement une introduction pour qu'on parle tous de la même chose, du même vocabulaire, et ensuite on arrive sur des challenges de cas réels, des questions qu'ont nos clients et les réponses qu'on pourrait apporter aujourd'hui, donc sous forme de 5 challenges, et on terminera par des claquettes pour la conclusion. C'est bon, ça, les baskets, ça va pas? Ok. Alors, rapide point d'Azure OpenAI Service, tout le monde connaît et ça a été redit dans la keynote, donc je vais aller très très vite sur ce sujet-là. Quand même un petit rappel, donc c'est de l'intelligence artificielle générative. Et cette intelligence artificielle générative permet de manipuler 3 types de modèles. Un qui essaye de compléter un document. En fait, on dit souvent que ça répond à une question dans le même contexte. En fait, GPT 3.5 ou GPT 4, ou plutôt 3.5, son objectif, c'est de compléter un document. D'accord? Donc, vous lui posez un prompt et à la fin, lui, il veut compléter un document. Alors que du chat, comme ChatGPT ou GPT-4, il essaye de faire une conversation. Donc, ils sont entraînés de façon un peu différente. Donc, on démarre une conversation, il apporte une réponse, on complète la conversation et on reste dans le même contexte. Le codex, c'est la même chose, sauf qu'on est sur du code technique. Donc, on lui donne un prompt, ça génère du code. On lui donne du code, ça génère une description du code. On lui donne un code, ça transforme ou ça transcrit en code. C'est quoi la Java vers COBOL? Moi, j'ai appris ce que c'était COBOL, je ne savais pas. Voilà. Ou du Java vers du C#, je pense que c'est ce que voulait dire Pierre. Voilà. Mais comme je suis premier degré, moi, je les vanne, je ne les comprends pas. Et enfin, l'artiste DALL-E, à ne pas oublier, qui est donc, vous lui donnez un prompt, il crée une image. Vous lui donnez une image avec un prompt, il crée une nouvelle image basée sur la première et basée sur votre prompt, etc. Ce qui est important, ce n'est pas OpenAI, c'est Azure OpenAI Service. C'est hébergé dans nos data centers, c'est hébergé en West Europe, par exemple, c'est aussi hébergé en France. Donc ça, c'est important. Ça respecte le RGPD. Et les données, ce sont vos données. Donc si vous, on l'a vu avec le prompt flow, si vous donnez vos propres données pour entraîner un modèle ou pour entraîner un flow prompt, les données restent vos données, ne sont pas utilisées pour un entraînement que nous, on pourrait utiliser. Pareil, si vous faites votre fine-tuning, c'est important. Et il y a plein d'autres fonctionnalités, l'identité managée, les VNet, les réseaux privés, qu'on va retrouver, puisque c'est un service qui fait partie d'Azure Cognitive Services. Donc, ce n'est pas quelque chose de... c'est quelque chose qu'on a l'habitude, nous, chez Microsoft, de manipuler, puisque ça fait partie de ces services-là. Et avec Azure OpenAI, vous faites énormément de choses basées sur le texte. Donc, on a vu plein de statistiques, et finalement, on s'aperçoit que nous, humains, on utilise énormément le texte. La voix, on va la transformer en texte, puis on va la traiter. La vidéo, on va la transformer en transcript de texte, et on va la traiter, et ainsi de suite. Donc, on peut faire beaucoup de scénarios, je ne vais pas revenir sur tous les scénarios. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de l'offre de service Microsoft au sens large, intelligence artificielle ou la plateforme IA Microsoft au sens large. Et puis, depuis peu, on ne parle plus d'assistant, on parle de Copilot. Y a-t-il un copilote pour sauver la reine? Pardon. Ah oui, si je commence les vannes, on n'a pas fini. Mais j'ai vu qu'il me restait 5 minutes, je suis large. Alors, bon. Donc, vous voyez qu'on a un copilote à peu près partout. On a un copilote pour Microsoft 365, on a un copilote pour GitHub, on a un copilote pour Bing, because is not, le G, vous le devinez, et on a un copilote pour la sécurité. Vous l'avez, le Bing, because is not? C'est bon? OK? Non? Cherchez. Merci. Et etc., etc. Et je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne un copilote. Comment ça fonctionne un copilote. Alors, si on prend Microsoft 365, de copilote, il va utiliser les applications Microsoft 365, donc Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, PowerPoint, etc., etc. On accède à ces applications-là avec le graphe, techniquement, donc par code ou par API.
Et on va utiliser un large langage modèle, celui que vous voulez, mais par exemple Azure OpenAI, par exemple du GPT-4, pour l'occasion, ici sur 365 Copilot, ou pourquoi pas du 3.5 Turbo, enfin vous avez le choix. L'utilisateur fait un prompt. Résume-moi tous les mails que je n'ai pas encore lus qui viennent d'Eric. Eh ben, il y en a plein, et je lui demande de résumer et de voir si je dois répondre. Ça, c'est important pour moi. Donc, on envoie ce prompt d'abord au graphe, parce qu'il faut récupérer l'ensemble des mails non lus. Ensuite, on pré-process, on crée le prompt automatiquement avec 365. On envoie l'ensemble du contexte et la demande de l'utilisateur au large langage modèle. Ça va arriver, hein, je suis plus rapide que GPT. Voilà. Au large langage modèle, qui va faire son traitement, c'est-à-dire par exemple faire le résumé. On renvoie ce résumé à nouveau au copilote, qui va peut-être rajouter, par exemple, s'il y avait des actions possibles, de créer des to-do dans ma to-do list, ou créer des meetings, s'il y avait besoin de créer des meetings supplémentaires, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris dans les mails, par exemple. Et on renvoie ça à l'utilisateur, et on fait comme ça une boucle, jusqu'à ce que l'utilisateur soit content, mais à chaque fois qu'il fait un prompt, on fait cette boucle-là. Et pour créer votre propre Microsoft 365 ou vos propres copilotes, on a la stack qu'on a vue tout à l'heure en plénière, et donc je vais vous faire une petite démo d'un copilote. Hop, voilà. Celui que je préfère, Bing. Enfin, surtout celui que j'ai, pour faire très simple. Et on va poser une question, alors très simple, c'est je veux réserver une table. Au sens, je veux réserver une table pour manger, hein, évidemment. Voilà. Moi, je le sais, Anne le sait, mais peut-être que GPT ne l'a pas compris. On verra. Si, dans quelle ville? Voilà, il me propose différents cafés dans le coin. Moi, je suis team pain au chocolat. Mon nom, c'est Vicaire. Je vous laisse chercher d'où je viens. Mais par contre, ça, c'est Bing Copilot. Lui, il s'est recherché sur Internet. Sa capacité de Copilot, c'est chercher sur Internet. Ce que ne fait pas ChatGPT par défaut. Mais si je veux lui rajouter une nouvelle capacité, je vais m'amuser avec des plugins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, maintenant, tu vas utiliser un plugin qui s'appelle OpenTable. Rajouter un plugin, c'est lui rajouter des fonctionnalités. Donc, tu sais chercher sur Internet, mais maintenant, tu sais aussi faire ce que fait OpenTable, qui est un service qui me permet de réserver des tables. Hein. Donc, si je veux réserver une table, je fais le même prompt, un prompt très ridicule, hein, parce que c'est souvent ce qu'on fait hein, quand on ne donne pas de contexte. Et cette fois-ci, il a compris, et c'est ça la force d'un copilote, il sait que ce n'est pas à lui de faire le taf. Donc, il envoie le boulot à OpenTable, il dit, voilà, tu dois répondre à ce prompt. OpenTable fait le boulot, renvoie ça, alors soit via le copilote, enfin, toujours via le copilote, et on retranscrit ici en texte et en lien, les liens sur les restos que je pourrais réserver. Si je clique dessus, ça va m'emmener, je peux l'arrêter, ça va m'emmener directement, en fait, sur OpenTable pour réserver une table. OK? Donc, le copilote, il peut venir avec des fonctionnalités de base, mais on rajoute ces fonctionnalités en rajoutant tout simplement des plugins. Ça va? J'ai rien entendu, par contre, dans le public. Ça va? Ouais? J'ai 3 minutes, hein, donc si vous ne répondez pas, je reste 3 minutes sur scène. Hein, okay. Donc, je vous montre tout à l'heure comment on fait son copilote. Alors, on ne va pas voir de code, même je sais que vous adorerez voir du code. Si vous voulez voir du code, il faut aller au workshop de ces messieurs tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on va repasser sur les slides. Et je laisse la main à Nico qui va nous expliquer un certain nombre de challenges. Et je reviens à la fin pour les claquettes, mais un tout petit peu avant pour vous montrer comment on fait un copilote. Merci. Alors, moi, je voulais vous parler pas de Bing, en fait. Je vais vous parler des challenges qu'on rencontre avec le service Azure OpenAI. Je ne vais pas vous parler d'OpenAI, mais bien d'Azure OpenAI. Aujourd'hui, on a souvent, avec nos clients, on rencontre la même problématique, c'est de se dire, OK, je vais envoyer quelques données de mon entreprise à OpenAI, enfin Azure OpenAI, pardon. Alors, si je dis OpenAI, ce sera Azure OpenAI, excusez-moi pour le raccourci. Je vais envoyer mes données à Azure OpenAI, mais je ne veux pas que ça serve pour le rentraînement, et même, je veux que ça reste mes données. Alors, cette problématique, aujourd'hui, elle a été adressée par l'offre elle-même du service Azure OpenAI, où effectivement, on va retrouver toute l'offre de sécurisation d'entreprise des services. C'est-à-dire qu'on va retrouver du networking privé. On va retrouver aussi maintenant des nouveautés qui ont été annoncées lors de la build autour des quotas, de la gestion du débit. Et on va retrouver d'autres features autour du Responsible AI, notamment le filtrage des contenus. Et il y a un point important sur la gestion des données. Je vous ai mis une capture de la documentation. Alors, je l'ai mise en anglais, désolé, j'aurais peut-être dû la mettre en français. Non, les données qui passent dans Azure OpenAI ne sont pas envoyées à OpenAI et ne servent pas non plus au réentraînement de leur modèle. C'est un point hyper important.
Du coup, on parle de Responsible AI. Il y a un nouveau service qui a été annoncé lors de la build, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Azure AI Content Safety. C'est de la preview, mais c'est de la preview que vous pouvez tous utiliser. Je vous parle de ce service-là parce qu'en fait, il est utilisé lors des appels Azure OpenAI. Mais c'est aussi un service qui est disponible en standalone à côté. C'est-à-dire que vous voulez implémenter de la modération de contenu, texte ou image, et même le multimodal, a priori, est en preview, va arriver bientôt d'après le site web, vous pouvez utiliser ce service. Concrètement, c'est donc une ressource que vous avez dans Azure, que vous pouvez créer à part, et il y a un studio qui a été créé également pour ce sujet. Je vais vous faire une toute petite démo après, c'est juste pour vous montrer l'intérêt de cette brique, c'est tout simplement que vous allez pouvoir tester, voir pourquoi éventuellement votre contenu est bloqué côté Azure OpenAI par la suite. Globalement, ça vous sert à scorer votre contenu sur différentes catégories. Violence, mutilation, sexualité, haine. Et ça rigole, j'ai dit un mot. Et vous allez voir, je ne sais pas comment ça a été entraîné, mais en tout cas, ça marche pas mal. Et globalement, c'est utilisé dans Azure OpenAI en entrée et en sortie. C'est un point hyper important à comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous envoyez une requête à Azure OpenAI, ça va passer par Content Safety, ça va être traité par Azure OpenAI, et ça va aussi repasser dans Content Safety en sortie. Pourquoi? Parce que le but d'Azure OpenAI, c'est que vous fournissiez quand même un résultat qui soit compatible, on va dire, avec l'entreprise, et donc d'éviter des sorties qui soient un peu trop, on va dire, dérangeantes, comme il y a eu à certaines époques avec certains modèles. Et depuis la semaine dernière, je crois que c'est sorti le 12 juin dernier, dans le studio Azure OpenAI, et pas dans le studio Content Safety, vous allez retrouver un onglet Content Filters, où vous allez pouvoir paramétrer quel niveau de filtre vous souhaitez à l'usage de votre service OpenAI. C'est important, c'est-à-dire que par défaut, vous serez en gros classification médium, et quand vous allez vouloir l'utiliser par la suite, vous allez pouvoir dire « Ok, je veux vraiment pas du tout de risque sur cette thématique, cette thématique, cette thématique », ou vous pouvez l'alléger. Je vous rassure, vous ne pouvez pas l'alléger sans faire approuver par Microsoft. C'est-à-dire que c'est pas je mets tout en c'est open et ça marche. Non, non, il y a une validation à faire. Je vais faire une très rapide démo Azure OpenAI. Donc sur la partie Azure OpenAI, vous allez pouvoir définir votre propre profil comme on le voit ici à l'écran, en adaptant par exemple le niveau que vous souhaitez. Vous enregistrez. Donc là ici, j'ai mis plus restrictif, donc je vais pouvoir l'enregistrer. Et on va voir la création. Par contre, si je mets moins restrictif, voilà, je ne peux pas. J'ai besoin d'une validation pour pouvoir le faire. Si je fais save, ça n'aura pas changé la catégorie. Donc quand vous arrivez sur le portail Content Safety, rapidement vous voyez l'accès aux différentes briques. Je disais modération de texte, modération d'image, et vous voyez le coming soon pour du multimodal. Alors est-ce que c'est lié à du GPT-4 multimodal? Je ne sais pas. Sur la modération de texte, vraiment ça reste une API derrière que vous allez pouvoir utiliser. Donc là il y a un testeur simple en ligne. Si vous voulez savoir comment ça répond, vous tapez votre texte. Ici je vais prendre par exemple le texte qui est fourni en exemple, et je peux faire directement un run et on va voir le résultat ici, le contenu a été accepté. Et ça catégorise en fait sur chaque item, chaque famille d'items, quel est le niveau qu'il a scoré. Quand vous faites un appel Azure OpenAI, je vais revenir sur les slides, c'était très rapide, je sais comme démo, mais pas grand chose de plus à montrer. Quand vous venez sur Azure OpenAI et que vous consommez votre service, vous pouvez recevoir une erreur qui vous dit erreur content filter. Ça ne vous dira pas le scoring qui est là, mais ça vous dira au moins si l'erreur elle vient de votre prompt en entrée ou de votre complétion en sortie. Vous allez me dire pourquoi je vous ai présenté ça? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, Azure ne stocke pas vos infos. Presque. En fait, vous retrouvez dans la documentation ce schéma qui vous explique simplement que oui, à date, il y a un stockage de vos prompts et de vos complétions, donc de l'entrée et de la sortie. C'est la petite base verte que vous voyez en bas de l'écran pour cette partie vérification du service Content Safety, amélioration du service. C'est stocké pendant 30 jours. Ça n'est pas accessible n'importe comment, bien sûr. Vous n'y avez pas accès d'ailleurs sur votre propre donnée. Par contre, pour les use cases qui seraient vraiment critiques, il y a bien un moyen qui a été mis en place. Vous pouvez, sur demande, opt-out de la fonctionnalité, c'est-à-dire vous pouvez demander à ce que vous ne soyez pas, que vos requêtes ne soient pas loguées dans cet outil. À part la partie Content Safety, on a des grosses annonces qui ont été faites, 2 grosses annonces sur la gestion des appels. Aujourd'hui, on appelle, ça répond plus ou moins vite, on se mange des problèmes de quota, on se mange des problèmes de limite de débit, etc. Il y a 2 features qui sont sorties. Une première qui s'appelle bêtement Quota. Quota, si vous avez ouvert le studio Azure OpenAI, vous l'avez déjà vu. C'est arrivé mi-juin, il y a un nouvel onglet.
Les quotas, c'est tout simplement la capacité de dire j'ai le droit d'utiliser 240 000 tokens par minute sur le service GPT-4. J'ai le droit à temps sur le service GPT-4 32K. Ce sont des quotas par modèle, par région Azure. Donc, si vous avez par exemple trois ressources Azure OpenAI sur une même région, les quotas vont être le cumul de vos différents modèles qui sont dans ces ressources-là. Donc on va retrouver ça à l'écran. L'impact aussi qu'il y a par rapport à ce qui a été déployé précédemment, c'est que vous pouvez maintenant déployer plusieurs modèles du même type sur une même région, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et vous avez maintenant le droit à un maximum 30 ressources Azure OpenAI par région. Dans l'interface, ça ressemble à ça. Donc vous avez le nouvel onglet, et là vous voyez par type de modèle, par famille de modèles. Vous voyez que là par exemple j'ai une ressource AI NRO East-US avec un modèle qui s'appelle DEP GPT 3.5 avec 120 000 tokens par minute. Et vous pouvez adapter chaque modèle. Par contre, il va vérifier quand vous créez un nouveau modèle, est-ce que ça ne dépasse pas le quota total auquel vous avez droit. Il y a une annonce, mais ça, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est tout simplement pas encore sorti. Il y a la moyen de gérer du débit, d'avoir un débit garanti qui est arrivé, qui s'appelle donc le Provision Throughput Model. C'est censé sortir, je crois, courant juin. On n'a pas encore eu de nouvelles, mais l'idée, c'est d'avoir un commitment, en fait, une garantie d'un débit minimum sur l'usage. Donc, bien sûr, ce sera avec un engagement au mois ou à l'année. Mais ça répond à pas mal de questions sur les usages entreprises, à se dire, OK, je veux pouvoir appeler un certain nombre de fois et être garanti que je ne rencontre pas de problème de quota. Grosse question des entreprises. Comment j'accède à mes données, de manière sécure, bien sûr. Il y a eu 2 annonces. Encore une fois, je fais 2 par 2 à chaque fois, j'ai l'impression. On avait des moyens qui avaient été, si vous avez regardé un peu sur Internet, il y avait différents moyens qui avaient été explorés, qui avaient été documentés. Il y a des démos sur GitHub, sur Azure OpenAI qui appellent un Cognitive Search, ou qui appelle du Semantic Kernel, ou qui est appelé par du Semantic Kernel ou du LangChain. Ça, c'est une version un peu tech, un peu plus avancée. Il y a eu 2 choses qui ont été présentées. Les plugins. Et quand je dis les plugins, donc ça va être les plugins au sens plugins dans le studio, qui vont être compatibles aussi avec les plugins OpenAI. Et je vais vous présenter une petite vidéo pour vous l'expliquer. Introducing Azure OpenAI plugins, which enable developers and enterprises to deeply integrate Azure OpenAI service, including GPT-4, across Microsoft's products. Coming soon, the available plugins, including Bing Search, Azure Cognitive Search, Azure SQL, Azure Cosmos DB, and Microsoft Translator, will revolutionize the way businesses use AI. With Microsoft's pre-built plugins, security and data privacy are built in with Azure Active Directory and role-based access controls. Simplify your AI-powered applications integration with the rest of Azure by enabling plugins in Azure AI Studio. These plugins can help customers build their own copilots for their core business applications. In the future, you will also be able to create your own plugins to integrate with APIs, databases, and proprietary systems. This makes it easy for developers to deliver the best business solutions and personalized experiences for end users. Visit aka.ms/AOAI service today to learn more about generative AI and apply for access to Azure OpenAI service. Donc, ce qui a été annoncé sur ce sujet, c'est une sortie courant juillet, limitée pour l'instant à des plugins Microsoft comme vous avez vu dans la liste, mais normalement une interopérabilité avec OpenAI a été aussi annoncée avec les plugins OpenAI. Par contre, il y a autre chose qui est sortie aussi récemment. Quand je dis récemment, vous avez peut-être entendu parler à la bille d'une feature qui s'appelle Add Your Data, Add Your Own Data. Normalement, on avait prévu une vidéo, on l'a changé les slides ce matin ou hier soir, je ne sais plus, parce que la feature, elle est sortie hier soir à 19h et on s'est dit, oh, ce serait quand même bien de vous la montrer, quoi. Du coup, j'ai fait les captures pour éviter le navigateur de Frédéric qui rame. Et je vous propose un petit exemple sur le Add Your Own Data qui est maintenant intégré dans le studio. Donc c'est disponible pour toutes les personnes qui ont accès au studio. Ce n'est pas un sous-accès que j'ai de mon côté. C'est un nouvel onglet qui apparaît dans la partie chat où vous allez pouvoir pointer vers vos propres ressources. Alors pour l'instant, en gros, derrière, il y a un Cognitive Search qui indexe des choses. Mais pour un utilisateur, on va dire non tech, avec l'interface ici, là par exemple, je vais référencer des documents qui sont dans un storage. Donc j'ai mis sur un petit storage à moi mes documents de mon AG de copropriété pour voir ce que j'arrive à faire.
Et donc, je les ai mis dans un dossier qui s'appelle OpenAI Grounding. Et je lui ai dit, bah, tiens, j'ai un Cognitive Search ici. Je n'ai pas touché au Cognitive Search. Je ne vais pas aller créer un index, quoi que ce soit. Je n'ai rien fait. Je lui ai dit, tiens, il est là et tu l'appelleras comme ça, l'index. J'ai cliqué. Vous voyez à gauche donc mon paramétrage avec le nom de mon paramétrage de mon index, pardon. Et vous voyez que pendant quelques secondes, il a fait un petit chargement d'écran qui disait, OK, on traite vos données, pardon. Si vous regardez sur la ressource search derrière, en gros, il crée un index, il indexe les documents, etc., etc. Ça dure quelques secondes, j'avais pas beaucoup de documents. Et après, derrière, je peux le tester dans le chat. Il y a un petit bouton qui permet de dire, est-ce que vous voulez limiter ou pas l'usage, enfin vos requêtes à ce contenu-là, ou est-ce qu'il peut faire un mix? Là, j'ai limité l'usage. Et je lui ai dit, bah tiens, quelles informations as-tu sur la copropriété? À gauche, c'est un exemple de ce que j'ai envoyé. J'ai juste masqué mon adresse. Mais en gros, ChatGPT me dit, voilà, la copropriété est un système, les documents contiennent des informations sur une copropriété spécifique située à Boulogne-Billancourt et la copropriété est gérée par la SAS, RBH. Ces informations-là, il ne les a pas inventées d'Internet, il les a inventées de ce document-là. C'est assez bluffant sur l'usage. Alors aujourd'hui, il y a des limites, hein, bien sûr, mais sur un premier usage, ça m'a pris moins de 10 minutes à monter cette démo hier soir en faisant le repas, quoi. Vous retrouvez les liens des documents aussi sur l'écran, c'est-à-dire que ça vous référence dans quel document il a trouvé l'information. Donc vous retrouvez le petit 1 et le petit 2 là, c'est vraiment les morceaux du PDF qu'il a exploité pour faire cette idée. Et je vais conclure cette partie. Je vois qu'il reste une minute, merci. Un autre petit bouton qui est apparu dans Studio, le déploiement de Web App. Alors si je reviens peut-être à l'écran d'avant, on le voit tout en haut à droite, le bouton bleu Deploy to Web App. En gros, vous cliquez et vous pouvez déployer un web chat. Ça prend quelques minutes, mais ça fait une web app dans Azure derrière. Il y a de l'autre qui est mise en place, donc votre web chat il n'est pas open var à n'importe qui. Et c'est branché à votre ressource Azure OpenAI telle que vous l'aviez paramétré dans le playground au moment où vous avez cliqué sur Deploy. C'est hyper intéressant pour montrer des use cases assez simplement. Là, j'ai rien touché de plus sur mon setup Azure OpenAI et vous voyez que je peux toujours poser des questions relatives à mon AG de copro et qu'il arrive toujours à me répondre avec les documents. Et le web chat, quand vous cliquez sur le bouton du document, il vous l'affiche toujours sur le côté. Donc voilà les grandes nouveautés sur cette partie ajout de la donnée de votre entreprise. Enfin là, c'est pas l'entreprise, mon AG de copro, bref. Je vous propose de basculer sur les challenges autour de la partie orchestration et prompt engineering. Et je laisse Yann présenter cette partie. Je vais vous parler du dernier challenge sur la partie orchestration et prompt engineering. Suite à un constat, c'est qu'à l'inverse des IA traditionnels ou finalement des modèles qu'on obtient après entraînement via tout un process machine learning, les IA génératives sont des modèles pré-entraînés qui sont déjà capables de faire plein de choses. Mais cette capacité, finalement, a fait susciter, on va dire, des compétences supplémentaires qu'on appelle le prompt engineering. Globalement, on a un gros modèle, il faut calibrer les entrées pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc, calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a différentes techniques pour justement dire au modèle en fait quoi faire. On a des techniques typiquement de few shot, on lui donne des exemples et en fait à partir des exemples on arrive à affiner les résultats. On a des techniques un peu plus avancées, notamment ce qu'on appelle du chain of thought, c'est qu'on va plutôt lui montrer des exemples de raisonnement, on va attendre de lui de raisonner logiquement pour aboutir à un résultat, etc., etc. L'orchestration, c'est cette capacité de dire finalement ce modèle, on va l'exposer à des données internes, à des process, et finalement, on va attendre de ce modèle-là de pouvoir agir avec un écosystème applicatif qui soit beaucoup plus large. Et l'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir combiner toutes ces applications-là. On est parti d'un constat, c'est un besoin remonté par nos clients, c'est typiquement ce qu'on attend aujourd'hui d'une IA générative ou des LLM, c'est une IA qui sont en capacité de comprendre. La compréhension, on l'avait déjà, notamment avec des modèles cognitifs classiques offerts par Microsoft, je pense notamment au Language Service, qui arrivent à détecter des intentions à partir du texte. On l'avait déjà. Deuxième fonctionnalité, c'est la planification. Ces modèles, en fait, seront en capacité de prendre une entrée, de détecter finalement, d'avoir un ordre d'action à opérer pour justement arriver à un résultat. Le traitement également, c'est typiquement d'apporter le meilleur résultat possible à une question qui a été posée. Et enfin, pour moi, c'est le plus important, c'est la délégation. C'est typiquement comment on va pouvoir intégrer ce type de modèle dans un écosystème applicatif. L'exemple qu'a présenté notamment Frédéric pour la réservation, typiquement, c'est à quel moment l'IA sait que là, je dois passer la main et finalement, à la fin, générer le résultat final pour le client.
Je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, c'est un chatbot qu'on a développé avec un client qui permet justement d'accéder à des informations depuis une base de données, des informations de valorisation. Vous allez vous rendre compte, en fait, dans le deuxième exemple, qu'on peut pousser le bouchon un peu plus loin avec des capacités génératives. Dans ce premier exemple, donc ça, c'est un bot qu'on a appelé Fin, qui permet justement à des populations métiers de pouvoir accéder typiquement à des informations de valorisation. Je lui pose une question, quels sont par exemple les fonds, les 7 meilleurs fonds par exemple dans un périmètre, dans un pays ou dans un secteur, et j'attends de ce bot-là de générer finalement des résultats. Grosso modo, il va comprendre ce que je lui demande, il va extraire des entités, etc. etc. C'est une capacité intelligente mais qui n'est pas forcément générative. On peut pousser le bouchon un peu plus loin, donc ça c'est un exemple de ce bot-là avec des données bouchonnées, où en fait je lui pose une question, et Fin, montre-moi les 7 meilleurs fonds dans une devise et dans un pays. Et à partir de là, en fait, il me génère des résultats. Vous voyez que finalement, ce qu'il a généré, globalement, c'est une capture. Il n'y a pas de conversation, on ne pousse pas le bouchon assez loin sur des capacités notamment de réflexion. Mais on a quand même un rendu qui est assez intéressant. Le bot, il a pu se connecter à une base de données, à un dataware, pour charger les informations et afficher des résultats à l'utilisateur. Dans le deuxième exemple que je vais vous montrer, alors c'est toujours le même, mais c'est pour vous montrer qu'on est en capacité de varier en tout cas les entrées pour avoir des résultats. Le plus intéressant, c'est le deuxième. Ça, c'est un service SAV. Le service SAV, on a différentes manières d'interagir avec un service SAV. Un formulaire sur un site web, un champ libre, finalement un mail qu'on va envoyer à un groupe de destinataires pour avoir des résultats. Ça veut dire que finalement, on permet à l'utilisateur de formuler une demande pas de manière cadrée, c'est-à-dire que c'est open bar, il pose une question, ou plusieurs questions d'ailleurs, et il s'attend à avoir un résultat. Dans cet exemple, je vais zoomer un tout petit peu, je me suis fait passer finalement pour un client qui a commandé des formations sur Selenza Training. Pour info, on est centre de formation officiel Microsoft. Et donc, j'ai passé finalement 2 commandes de formation identifiées par ces numéros, et je n'ai pas reçu de détails, je n'ai pas reçu de facture, ni finalement toutes les infos nécessaires pour la date de début, etc. Dans ce mail, donc, je demande 2 choses. 1, le détail des commandes, et ensuite, je demande, si possible, je suis gentil, je demande également les factures associées à ces commandes-là. Avec les IA traditionnelles, la détection de multi-intentes, elle est compliquée. Alors, les IA peuvent le détecter, et elles vont le scorer par exemple par probabilité en disant l'intention numéro 1, c'est charger les commandes à 90%. L'intention numéro 2, c'est peut-être générer des factures à 70%. La question, c'est comment je décide de répondre à ces 2 intentions à partir finalement de ces probabilités-là. Avec les IA génératives, on passe un cap à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mail qui est vraiment multi-intente et avoir des résultats. La réponse, elle est assez intéressante. Si on zoome sur la réponse, on voit que l'IA m'a bien répondu. Bonjour Yann Billissor. D'ailleurs, le mail est automatiquement généré. Il a chargé les datas, on va voir comment. Donc, il a retrouvé les informations de la commande depuis la base de données. C'est une base de données Cosmos DB. À partir de là, il me dit aussi à la fin que les factures, alors vous ne le voyez pas là, mais en fait, il a contacté un service de facturation, c'est une API, pour générer les factures. Pour les données, il a contacté une web API pour charger les données. Cerise sur le gâteau, et j'ai fait exprès, dans la base de données, j'ai modifié le montant total de la commande. Et je lui ai demandé dans le prompt, lorsque tu détectes un problème de facturation, n'hésite pas à le signaler à l'utilisateur avec un message assez sympa. Et donc, il a bien détecté également, dans le mail de retour, qu'il y avait un problème de facturation. Donc, le client a été facturé, alors je crois que c'est 3008 et, au lieu de 3100, etc., etc. Ce que je veux vous dire ici sur la partie prompt engineering d'orchestration, c'est que là, en fait, on a eu l'intervention de plusieurs services. On va voir en détail. La première étape, c'est, je rappelle cette phrase, c'est la compréhension. Donc, il a compris qu'il y avait 2 intentions. On attendait de lui de charger les commandes et aussi de générer des factures. C'est la première étape. C'est ce qu'il a exécuté. Il a planifié finalement l'ensemble de tâches qu'il doit réaliser pour arriver à un résultat. Il a contacté un service web pour charger les commandes. Il a contacté un deuxième service web pour générer les factures. Ensuite, il a contacté une IA générative, donc finalement Azure OpenAI basée sur du GPT-4, pour générer le mail final en format HTML. Et ça, typiquement, toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle finalement de l'orchestration, et Frédéric le présentera notamment comment le faire. Et ce qui est important, et ça fait écho à ce qui a été présenté par Nicolas, les plugins, c'est la partie délégation. On veut pouvoir intégrer ces IA avec des services, des applications existantes. Et donc, lorsqu'on configure son prompt ou lorsqu'on développe des plugins, on va pouvoir dire aux IA génératives à quel moment appeler un service tiers pour générer un résultat et se mettre en attente finalement.
Et donc, dans notre cas, on avait vraiment deux plugins. Un plugin qui wrappait une base de données Cosmos et un plugin qui, on lui passait un numéro de commande, chargeait les datas et générait la facture PDF. Et enfin, le dernier, c'est le LLM, il a tous les résultats pour pouvoir générer le mail final. Et à partir de là, il génère la réponse finale à l'utilisateur. Et c'est le mail qu'on a vu. Et donc, la grande question, et là, c'est la partie SDK, c'est comment je code tout ça, comment je développe tout ça, quel outil aujourd'hui vous avez à disposition pour développer ce type d'orchestration. Et là, je passe la main à Frédéric qui va rentrer un peu plus dans le détail sur le développement. Merci Yann. Ah, d'accord, ok. Merci. Ah, voilà, quand même. C'était top. Alors, comment on développe tout ça? Vous vous souvenez du slide avec le copilot stack, avec plein de couches marketing dessus, pardon, plein de rectangles dedans? Il y en a un qui est important, c'est l'orchestration. Enfin, ils sont tous importants, mais celui-ci d'autant plus. Et on va orchestrer ça avec un framework. Il en existe plusieurs. Je vais en exposer un parce que je l'adore, et je l'adore parce que je le trouve élégant. Oui, c'est sérieux en plus. Hein, j'entends ça. J'aime bien, en tant qu'architecte ou développeur, je le trouve très élégant. Il s'appelle le Semantic Kernel. Il en existe un autre qui s'appelle le LangChain. Voilà. Et comme je prononce mieux Semantic Kernel, je préfère aussi celui-là. Bref. Il y a des différences si vous voulez discuter de ça après. Alors, on fera la démo tout de suite. D'ailleurs, oui, en fait, je vais faire plutôt la démo que les slides. Il n'y a pas d'impro, c'était prévu, évidemment. Donc, on va commencer par la démo sur un PC qui marche bien. Et on va aller sur un copilote. Alors, je suis développeur, pardon, je suis fainéant, c'est la même chose. Et j'ai repris un sample qui existait, qui s'appelle le copilot chat du Semantic Kernel, et je l'ai juste mis localement, je l'exécute localement. Donc, si je lui pose une question, c'est juste un chat, hein, donc si je lui demande juste de me créer, qu'est-ce que je peux lui dire, invente-moi une phrase sur le design thinking, voilà. C'est surtout pour tester si tout fonctionne bien. Hein. Donc j'ai une phrase qui est là. La solution, elle est un peu en dur, c'est-à-dire qu'il répond en anglais en dur par défaut, même si je lui parle en français. J'aurais pu lui dire, reste dans la langue de l'utilisateur, mais j'ai vraiment rien touché au code. Ce que je veux vous montrer, c'est pas juste un chatbot. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut y rajouter des plugins. Donc avec le Semantic Kernel vient des plugins par défaut, vous pouvez développer les vôtres, il y a différentes manières de les développer. Il y a différentes manières de les développer sans rentrer dans le détail. Donc là, je vais activer le plugin Microsoft Graph qui donnera accès à un certain nombre de fonctionnalités dans ce plugin. Donc lire mon calendrier, envoyer des mails, lire les mails pour moi, c'est bien aussi, et me faire une liste de tâches. Ça, c'est moins drôle. Donc si je lui pose une question, par exemple, je suis en retard, fais un mail à Monsieur Martin pour lui expliquer que je serai en retard. Signe Fred. Tout à l'heure, avec Yann, on a parlé d'intention. Et avant, on entraînait des modèles, c'est-à-dire qu'on crée des intentions, et on lui donnait des phrases, on dit cette phrase, c'est l'intention envoyer un mail. Cette phrase, c'est l'intention créer un rendez-vous, etc. Là, maintenant, avec les IA génératives comme ChatGPT et autres, c'est le Semantic Kernel, l'orchestrateur, qui va comprendre l'intention, et qui va surtout comprendre que ce n'est pas lui de faire ce job-là, qu'il a une skills, ou une features, ou un plugin qui sait le faire. Vous voyez les synonymes que j'ai utilisés, tous en français, skills, features, plugin. Donc je vais enlever le récip, c'est pas Monsieur Martin que je vais me l'envoyer à moi-même, enfin moi-même dans ma démo. Oui, alors il a quand même la décence de dire, voilà ce que j'ai compris, est-ce que tu veux que j'exécute le plan? Et le plan, ça peut être plusieurs tâches, là c'est qu'une seule tâche, et c'est bien de le faire, c'est une bonne pratique de laisser libre, ou la responsabilité plutôt, à l'utilisateur de dire « ouais, vas-y, exécute le plan ». À chaque exécution, ça consomme des tokens. C'est intéressant. Enfin, de le savoir qu'on peut limiter. Bien sûr, ça dépend comment on se positionne. Donc, il processe, et en théorie, je reçois un mail en live de moi à moi. « Bonjour, Monsieur Martin, je vous informe que je serai en retard aujourd'hui. Veuillez m'excuser pour ce contretemps. Cordialement, Fred. » Donc, si vous recevez un mail comme ça de ma part, en français, c'est pas moi. Déjà, si vous recevez une réponse de ma part, vous avez de la chance. D'accord ? Pour ceux qui m'ont envoyé des mails, c'est un message pour ceux qui sont dans la salle, on ne sait jamais. Un autre exemple, rappelle-moi d'acheter des fleurs pour le 23 juin, juste pour le plaisir d'offrir, bien évidemment. Hein ? Et théoriquement, il comprend aussi que c'est le graphe qui va faire le boulot, et normalement,
Si je temporise bien, ou pas. Si. Ah oui, pardon, non, il faut que je lui dise oui, fais-le. Donc le 23 juin, il a bien compris, il fait la tâche. Donc on donne d'abord la tâche à faire au planeur. Il crée un plan d'exécution et il exécute le plan. Un petit peu comme vous avez peut-être déjà vu AutoGPT, c'est un peu le même principe. Si vous avez plein de features, de skills ou de plugins, peu importe, imaginons que vous voulez créer un livre et vous lui donnez juste le sujet, et vous avez un plugin qui fait l'introduction, un plugin qui fait les conclusions, un plugin qui fait le chapitre 1, chapitre 2, etc. Il va exécuter toutes les skills, tous les plugins l'un à la suite de l'autre, automatiquement. Et j'ai bien haché des fleurs. Alors ça sert à... Ah, merci. Et une démo live qui marche, quand même. Mais, oui. Alors, vous ne voyez pas à distance, mais il y a à peu près 2000 personnes dans la salle, il y a des banderoles, les gens sont debout, enfin, c'est la folie ici. Hein. C'est la folie. Vous ne les entendez pas parce qu'on a des super micros, mais c'est la folie. Oh bah... Fake news, j'ai entendu. On va demander à une IA. Bien, voilà. Alors, comment on fait ça? Donc, je préférais faire d'abord la démo, comme ça, si j'ai plus de temps, vous avez au moins vu la démo, et on fera les questions à la fin. Comme on n'a plus de temps à la fin, on ne fera plus de questions. Non, je plaisante, je vois Eric. On peut repasser sur les slides. Alors, comment fonctionne le Semantic Kernel? Donc, c'est un framework qui est aujourd'hui développé en C# essentiellement. Il arrive en Python, il y a déjà des fonctionnalités en Python. Il arrive en Java, il arrive en React. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser différents langages. Maintenant, si vous êtes sur autre chose que les langages que j'ai cités, par exemple sur du front Angular, vous pouvez utiliser le sémantique via de l'HTTPS si vous le souhaitez. Donc, c'est juste un framework relativement léger qui encapsule la complexité d'appeler et de recevoir des messages venant de larges langages modèles. Et avec le Semantic Kernel, vous pouvez choisir le large langage modèle que vous voulez. Si vous voulez prendre Azure OpenAI, Hugging Face, le vôtre, vous faites comme vous voulez. Il faut peut-être juste un développeur avec vous. D'accord. A priori, ça existe, donc ça va. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez différents, quand je dis qu'il est élégant, c'est parce qu'il a différents composants. Les skills qui vont être baptisés plugins, ce sont les fonctionnalités que vous voulez développer. Et ces fonctionnalités, elles peuvent être soit sémantiques, c'est-à-dire le langage naturel, fait un résumé de quelque chose, ou natif, c'est-à-dire vous codez une fonctionnalité qui va taper dans Cosmos DB, ou dans le graphe, ou dans votre base de données, ou dans votre ERP, ou votre CRM, ou vos tickets des SAV, ce que vous voulez. Donc ça, ce sont les skills. Et vous avez ensuite le planificateur, le planeur, qui lui se charge d'exécuter les skills. Et en plus, cerise sur le Sunday, allez, pour les Québécois qui nous regardent, je sais qu'ils sont nombreux, on fera un truc sur 97 pour les Belges. Il y en a? Non? Des Alsaciens peut-être? Non? Voilà, pain au chocolat. Donc la mémoire. Vous pouvez rajouter de la mémoire, c'est-à-dire vous dire, OK, quand on veut exécuter un prompt dans un chat GPT, il faut lui donner le contexte pour qu'il soit le plus juste possible, ou des few-shots. Donc ça, on peut le faire avec la mémoire. Va chercher de l'information dans ma base Cosmos, remonte l'information et utilise cette information comme mémoire de ton application, mais la mémoire, ça peut aussi être le contexte de votre conversation. Et vous pouvez vous connecter via des connecteurs que vous développez ou qui existent sur le marché. Donc ça, c'est toutes les briques qui existent. Et pour les mettre en musique, c'est assez simple. Alors on fournit énormément de samples, hein, d'ailleurs, là-dessus. Vous avez un prompt d'un utilisateur. Je veux, voilà, fais-moi un rendez-vous, raconte-moi une blague. Je vous dis tout de suite, n'essayez pas, raconte-moi une blague, elles sont vraiment nulles, les blagues. Vous avez déjà essayé? Qui a essayé dans la salle de demander à ChatGPT ouais. Non, c'est nul, on les comprend pas. Pas de jugement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il ne comprend pas trop les insultes non plus, j'ai essayé. Bref, c'est un modérateur. Donc, on donne un prompt. Ensuite, le prompt, il va partir dans ce fameux planeur, dans le kernel qui exécute. Alors, il va regarder s'il a besoin de mémoire ou pas. Il va utiliser des fonctions sémantiques, c'est-à-dire du langage naturel, ou ces fonctions sémantiques entièrement à droite en orange, elles sont natives si vous les développez. Par exemple, j'ai développé un petit chatbot. Enfin, ce n'est pas un chatbot, c'est juste un requêtage en langage naturel. Vous lui dites « je veux des Air Jordan » et il va aller chercher. Il faudrait que je cite toutes les marques de chaussures, du coup, parce qu'on n'est pas sponsorisé. Alors, je cherche des Adidas, des Reebok, des Levi's, et voilà. Et il va comprendre la requête, il va planifier ça, et mon planificateur, il fait plusieurs choses. Il transforme cette requête en requête SQL, il appelle ma base de données Cosmos DB où j'ai la gestion de stock, pour avoir que les produits en stock, il retourne un JSON, que j'affiche pas à l'humain, sauf si c'est un développeur. Et j'ai une autre fonction qui transforme le JSON en phrase en langage naturel.
Et le planner, il exécute tout ça, et boum, à la fin, j'ai le résultat. Le truc bizarre, c'est que vous lui donnez une phrase, vous lui dites vraiment ça. Par exemple, vous lui dites, fais l'exemple que j'ai donné, va me chercher tous les mails que je n'ai pas lus venant d'Eric et fais-moi un résumé. Ça, il le comprend et il génère un plan d'exécution. C'est très bizarre. Hein, enfin, moi, je m'étonne de tout, hein, donc voilà, peut-être que moi, je trouve ça dingue. Mais je trouve ça, voilà. Mais si vous décidez de dire non, c'est moi qui te dis quoi faire, vous pouvez dire tu fais étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. La sortie de l'étape 1 devient l'entrée de l'étape 2, la sortie de l'étape 2 devient l'entrée de l'étape 3, et ainsi de suite. Donc c'est assez facile d'utilisation. Je vous conseille vivement d'utiliser ce framework, ne serait-ce que pour vous amuser, parce que c'est important. Hein. Oui. Ok, ils sont tous sortis. Donc de bien s'amuser avec. On fournit énormément de samples sur GitHub, beaucoup de samples en C#, beaucoup de samples en Python, beaucoup de samples en React. Celui-ci, il est en React et en C#, celui que j'ai montré avec le chat Copilot. Voilà pour la partie sémantique. Une conclusion s'impose. Ah oui, non, mince, ils ont retenu. Claquette. Vous êtes prêts? Non, je ne sais pas, c'est du tout ni claquette, ni rien. Donc, hop, je vais passer le slide. Donc, une conclusion en trois piliers. Yann. Que vous ayez des applications existantes ou des nouvelles applications, on est convaincu que si vous, vous définissez bien le périmètre finalement de comment vous allez intégrer cette IA dans vos process, dans l'ensemble des applications que vous avez, vous allez pouvoir en tout cas arriver à livrer un truc qui s'intègre parfaitement, que ce soit via des plugins ou finalement via typiquement une technique de prompt engineering qui soit la plus adaptée. Et donc, du coup, je passe à Nicolas. C'est moi. Donc, on développe. On s'était dit une phrase. Ouais. Moi, je l'ai écrit là, ma phrase. On développe des copilotes. Donc, un copilote peut suffire avec des plugins qui rassemblent l'ensemble des fonctionnalités. Et pour la gestion des prompts, on peut utiliser Azure Prompt Flow, enfin Machine Learning Prompt Flow, qu'on a vu tout à l'heure en plénière. Et pour accélérer, on a effectivement tout ce qui est scalabilité. Gestion des quotas et tous les accélérateurs avec le Azure Data et également les plugins qui arrivent dans l'interface du studio.